organisé à l'initiative de la Chambre et en partenariat avec ICO, qui est un studio de l'innovation, donc qui accompagne tous les projets innovants en Corse notamment les PAT, représenté par Annabelle Gossin, qui malheureusement n'est pas là pour aujourd'hui, mais qui sera présente pour les prochains webinaires. Ces webinaires ont vocation à décloisonner un petit peu les savoirs et tout ce qui se fait en Corse, que ce soit des projets, que ce soit des initiatives, que ce soit des études. Donc on essaye de prendre un peu connaissance de tout ce qui se fait et puis de proposer donc des créneaux. C'est des rendez-vous mensuels qui ont lieu tous les premiers mardis du mois à 11 heures. Et donc là, aujourd'hui, c'est le premier. Donc c'est un peu le lancement. Voilà, c'est tout nouveau. Euh, on a eu une petite annulation et on s'en excuse pour ceux qui avaient été inscrits au premier, à l'origine, au premier webinaire qui était le 7 octobre. Voilà ce que sont les webinaires et bienvenue du coup. Pour juste introduire par rapport à comment sont nés ces webinaires, en fait, on est parti un peu de ce constat on était peu informé finalement des projets qui se faisaient en Corse et parfois même de structures qui étaient partenaires. On a décidé de monter ça. Ces webinaires, ils sont animés par ICO, en partenariat avec ICO, représenté par Annabelle Gossin. On a Sandrine Suissa qui est chargée de l'Observatoire des prix à la Chambre d'agriculture, fait partie aussi du groupe d'animation. On a Laura Guillonnet qui travaille en tant que chargée de mission en référence technico-économique, qui fait aussi partie de l'équipe d'animation. Et moi-même, qui travaille en partenariat en lien direct avec Laura sur les références technico-économiques. Donc, ces webinaires seront animés, chacun notre tour, on animera un webinaire. Et voilà, et c'est donc moi aujourd'hui qui ai la chance de pouvoir introduire tout ça. Comment ça va se passer? Donc, on va avoir la présentation qui va durer entre 20 et 30 minutes, et après un temps d'échange. Euh, ce temps d'échange, vous allez pouvoir, pendant la présentation, vous avez un Q&R, un question-réponse, dans lequel vous pourrez poser vos questions pendant la présentation et moi je récupérerai ces questions que vous avez posées pour pouvoir les poser pendant le temps d'échange. Et après, si vous voulez intervenir, il suffit de faire le petit icône lever la main et moi je vous donnerai la parole. Donc, comme vous avez vu, en fait, vous avez vos micros coupés, ça sera moi qui aurai la main dessus. Voilà, est-ce que j'oublie quelque chose là-dessus? Non. Donc, on est présent pour ce premier webinaire pour parler d'une création de légumerie collective avec la CAPA à Ajaccio. Et donc, ce projet nous sera présenté par Cécile Bianchi, qui est donc la directrice de la DIRAD. Donc, c'est ceux qui chapeautent le projet. Et Angélique Colonna d'Istria, qui est chef de service au service agriculture et circuit court à la DIRAD. Donc voilà. Je vais donc du coup passer la main à Cécile et Angélique pour que vous puissiez présenter le projet. Et donc, je vais faire un partage de connexion. Et vous allez me dire dès que je change les diapos, c'est moi qui vais gérer la diapo. Voilà. Alors, tac. Bonjour à tous et merci. Merci pour cet accueil pour le premier webinaire. Alors, c'est une première pour nous aussi. Donc, on espère qu'on va pouvoir répondre aux attentes de la Chambre, aux attentes des personnes qui se sont inscrites pour écouter la présentation de ce projet. Merci beaucoup à l'équipe de la Chambre de nous recevoir. Oui. Merci beaucoup. On peut passer à la Merci à vous.
On peut passer la diapo. C'est compliqué de loin. On peut passer à la diapo suivante. Alors, pour vous faire un petit sommaire, Cécile vous présentera tout d'abord un peu la direction de la DIRAC dans laquelle nous travaillons. On vous présentera ensuite l'outil légumerie. On parlera de l'appel à manifestation d'intérêt qui est clôturé, mais pour lequel on va laisser un petit délai supplémentaire justement pour les personnes qui souhaiteraient y répondre. Et ensuite, il y aura un petit temps d'échange pour les questions de On peut passer. Alors, nous travaillons pour la CAPA, qui est une communauté d'agglomération qui est située aux alentours d'Ajaccio, donc 10 communes, Ajaccio et 9 autres communes, périurbaines et rurales pour certaines, parce qu'il y a aussi des communes qui sont très petites et qui ont à peine 350 habitants. C'est une intercommunalité qui a plusieurs visages et finalement plusieurs sortes de communes qui la composent. La direction que je gère au niveau de l'agglomération s'appelle la direction de l'identité rurale, agricole et l'alimentation durable. Elle est pilotée au travers d'un schéma stratégique qui s'appelle le schéma de développement agricole et rural, qui a été initié en 2015 par un de nos élus référents, et puis prolongé et évalué et prolongé à ce jour jusqu'en 2030. On porte depuis 2020 un PAT de niveau 1 qui a basculé de niveau 2 il y a à peu près 1 an et demi. On porte également un atlas de la biodiversité intercommunale et plein d'autres outils qui nous permettent de faire vivre l'ensemble de nos projets. La direction est composée de plusieurs services, donc un service agriculture et circuit court, qui est représenté par Angélique, un service valorisation et préservation du patrimoine. Là, on travaille bien évidemment sur l'adaptation climatique, mais aussi sur la réalisation de sentiers patrimoniaux. Et pour ce faire, au-delà d'avoir réalisé plusieurs sentiers, il faut aussi les entretenir pour pouvoir les faire vivre. Donc, la direction porte aussi une cellule un peu technique qui permet de faire vivre et d'entretenir les sentiers patrimoniaux que nous créons sur le territoire. Une très prochaine mission sera développée au travers d'une mission d'aide aux communes pour aider nos communes un peu plus rurales, qui n'ont pas forcément beaucoup d'agents à chercher des financements extérieurs pour leur permettre de développer des projets en propre. Et bien évidemment, tout cela est assorti d'une mission administrative et financière qui nous permet de développer nos projets. On peut passer, s'il vous plaît. Donc, pour vous refaire un peu un point d'étape sur l'historique de la mise en place de cet outil, Cécile a parlé du PAT et du schéma de développement agricole et rural, qui régit un peu toutes les actions de la direction. Et la légumerie, c'est un des projets phares du SDAR et du PAT, pour lequel d'ailleurs on a eu des financements notamment sur l'achat de matériel avec France Finance. Voilà. En 2020, on a d'abord fait réaliser une étude de faisabilité avec la CAPI et le cabinet Comfi, un accompagnement de la création de la légumerie. En 2021, nous avons pu lancer le marché d'acquisition du matériel avec la SPL Amétard. En 2023, la construction de l'outil a démarré. C'est un outil qui s'insère dans un pôle multimodal plus global. Pour ceux qui connaissent la zone du Médane, vous pouvez voir le bâtiment qui se finalise et qui sort de terre, tout proche de la gare. En 2025, là très récemment, nous avons lancé l'ANI pour le recensement des besoins d'utilisation. On y reviendra un peu plus tard. Et enfin, on attend pour 2026 le lancement, donc la livraison du bâtiment et l'ouverture de la légumerie, avec au préalable un nouvel ANI pour la gestion de l'outil. Alors, ça ne sera pas un ANI, mais un projet définitif, puisque l'ANI à l'heure actuelle qui est lancée nous permet justement, comme le font toutes les collectivités, d'orienter la construction de l'appel à projet définitif. On peut passer. On peut pas avancer. Je lance la vidéo du coup. Ça va, voilà. On fait faire une petite visite un petit peu du lieu. Vous voyez un petit peu où est situé. Ah. Ouais, désolé. Attendez. C'est pas grave. Voilà. Alors, il n'y a pas la musique, donc je parlerai. C'est moi qui ferai le fond sonore de la visite.
Vous voyez l'emplacement qui est sur Mézane, donc où il y a un parking. C'est un petit peu un lieu stratégique, cette organisation, puisque finalement, on a le train qui passe en ligne de bâtiment. C'est une zone qui est très, très embouteillée, et d'où l'intérêt pour nous d'avoir créé une plateforme multimodale. On voulait aussi y asseoir quand même des activités économiques, notamment agricoles. C'est pour ça que notre direction a fortement planché sur le projet. À l'intérieur de ce bâtiment, alors là, autour, c'est des bâtiments peut-être d'entreprises qui verront le jour, mais qui seront de couleur agricole. Ça ne marche pas, en fait. Ouais. Hein, ça bug. Je vais parler sans regarder les images. À l'intérieur de ce bâtiment, au-delà de la plateforme multimodale, devrait se retrouver donc une légumerie, un restaurant d'application, un magasin qui était vu un petit peu au démarrage comme un magasin de producteurs, ou peut-être que ça s'orientera plus sur une zone d'exposition. On va voir, pour concurrencer les collectifs et les projets qui sont sortis de terre dans l'attente. On est reparti. Bon, ça marche très mal. Hein. Bon, c'est pas grave. Si jamais, on l'enverra en parallèle. Mais bon, c'est un bâtiment qui sera livré courant juin 2026, qui sera aussi à l'intérieur. Normalement, il devrait aussi avoir un emplacement de coworking pour les entreprises, et puis certainement aussi quelques bureaux par rapport à notre direction, et aussi aux agents de la CAPA qui habitent loin du centre-ville et qui souhaitent faire du coworking. Donc, un petit peu un bâtiment où on se retrouve pas mal de choses. Voilà, je pense qu'on peut arrêter. Oui, on peut arrêter la vidéo. On peut changer de diapo. La suite? Oui, on peut y aller. Okay. Et donc, pour présenter donc un peu plus l'outil, donc une légumerie, c'est un atelier de transformation de légumes qui est équipé donc avec différents matériels pour laver, éplucher, découper et conditionner des légumes frais. Donc, on se retrouve avec des produits prêts à être livrés. C'est quand même un outil qui est soumis à de nombreuses normes sanitaires et d'hygiène. Et c'est un outil qui permettra donc de valoriser les productions locales. Au niveau du fonctionnement, donc 3 rôles: l'approvisionnement, la transformation, la commercialisation et la distribution. Et tout ça, bien sûr, ce sera à définir dans l'appel à candidature qui sera lancé en 2026. Alors, sur cet outil de légumerie, on a tenu, suite aux études qui ont été faites sur le territoire, à faire en sorte que c'est une unité de surgel. Pourquoi? Parce que la majorité des restaurations collectives qui alimentent nos écoles utilisent malheureusement des produits congelés. En même temps, la production de maraîchage est faite à une période qui n'est pas la même que celle où on peut faire des repas au niveau des cantines. Donc, on s'est dit qu'il était nécessaire pour nous d'avoir un outil qui était équipé d'une unité de surgel. Voilà. Donc, du coup, ça permettra peut-être d'orienter un petit peu différemment les choses. On peut passer. Alors, vous voyez un petit peu le plan de cette légumerie qui est une surface de 200 mètres carrés, avec un financement de la DRAF à hauteur de 115 000 € par rapport à l'intégralité du matériel qui permet du coup de surgeler, de découper, d'ensacher, etc. L'ensemble des légumes qui pourraient être livrés. L'objectif, quand on a conçu l'outil, c'est d'imaginer cet outil comme un outil très polyvalent. C'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement à destination des producteurs pour qu'ils puissent ensacher, livrer, etc. On imagine un outil qui puisse être aussi à destination des habitants qui ont des bergers et qui ne savent que faire des fruits dont ils disposent. On imagine un outil qui puisse être accessible au lycée agricole pour que finalement, il y a une formation un petit peu décentralisée du lycée agricole de Saint-Étienne sur notre territoire ou d'autres formations spécifiques. Un outil qui serait polyvalent et qui aurait différentes missions. Alors, au niveau des bénéfices pour le territoire, ils sont multiples.
Au niveau de l'agricole, donc valorisation des circuits courts et un soutien à l'agriculture locale. Et comme le disait Cécile, une valorisation des produits et des légumes qu'on pourrait donc surgeler pour les mettre en valeur pendant les périodes d'ouverture de la restauration scolaire et collective. Des bénéfices économiques avec la création d'emplois et de débouchés économiques stables pour les producteurs, et social avec un renforcement de la souveraineté alimentaire, un outil fédérateur pour réunir élus, agriculteurs, associations et citoyens autour d'un même projet. Donc vraiment l'idée d'outils collectifs. On pense que cet outil avec Greenpeace est une première pierre en définitive sur notre territoire et qui permettra après, par la suite, de créer certainement une structure un petit peu collégiale et collective entre élus, les producteurs et acteurs de l'insertion. En tout cas, il peut le permettre par la suite. Donc, du coup, forcément, c'est ce qu'on se redit un petit peu dans cette présentation. En définitive, oui, à la base, quand on a constitué l'outil, c'était pour répondre aux obligations de la loi Egalim, bien évidemment. On a pu contacter aussi, au-delà des écoles qu'on a rencontrées, des restaurateurs sur la zone qui étaient aussi intéressés pour utiliser ce genre d'outils, notamment pour découper les pommes de terre, par rapport aux fruits, etc. Donc, pas mal de choses intéressantes. Je pense qu'on a fait le tour sur cette question un peu passée. Et donc, au niveau de l'appel à manifestation d'intérêt, donc c'est un recensement, donc je précise qu'il n'engage à rien, un recensement des utilisateurs potentiels de l'atelier de transformation collective qui nous permettra en fait d'élaborer le prochain appel à projet et de déterminer un peu le mode de gestion de cette légumerie. Donc l'objectif, c'est d'identifier les usages potentiels de la légumerie, de mieux connaître les besoins exprimés, donc que ce soit au niveau du type de transformation, de la fréquence d'utilisation, des volumes, etc. D'alimenter la réflexion sur le futur mode de gestion du site, comme je le disais, et de mieux faire connaître ce futur équipement intercommunal. Et donc, qui peut y répondre? À peu près tout le monde. Des maraîchers, des organismes de formation, des structures d'insertion, la population locale, donc des personnes qui pourraient avoir des jardins à titre privé, des vergers, qui pourraient transformer leurs fruits en compote. Voilà, et donc des particuliers propriétaires de vergers. Il faut imaginer derrière, il y a quand même toute une organisation que nous devons mettre en place, ne serait-ce que par rapport à l'hygiène de la sécurité, qui est un point primordial, mais aussi en termes de planification. Si on se retrouve, bien évidemment, et c'est ce qui va se passer avec des acteurs qui ne voudront pas utiliser la légumerie tous les jours de toute l'année, il va falloir organiser les interventions de chacun. On a à ce jour pas mal de retours d'agriculteurs qui sont situés sur la zone, un retour de la Chambre d'agriculture en tant que telle, qui représentera aussi un collectif. On a des structures comme les AT aussi, des structures d'insertion qui ont répondu et qui sont intéressées par ce type d'outils, parce qu'en définitive, ça permet de faire travailler des publics un petit peu en difficulté sur des gestes simples et répétitifs. Donc, au niveau intersonnel, c'est un outil qui est très intéressant. Et donc, par rapport à ça, il était important pour nous de nous assurer de l'intérêt de nos partenaires et surtout de bien orienter la suite. Parce qu'il faut que cet outil puisse fonctionner et répondre aux diverses attentes tout en restant polyvalent. C'est bon? Oui. Voilà, les éléments attendus, donc c'est vraiment ce que vous allez retrouver dans l'AMI, donc présentation de la structure, l'usage envisagé donc de l'atelier avec le type de production, les périodes d'utilisation, les volumes, la fréquence envisagée, les contraintes techniques ou logistiques à prendre en compte et les besoins spécifiques identifiés, que ce soit au niveau du stockage, de la logistique ou de l'accompagnement. Et en 2026, dès le début de l'année, on fera apparaître l'appel à candidature définitif. Aussi bien sur les utilisateurs de la légumerie qu'un autre marché qui paraîtra très certainement sur la gestion sanitaire également. Voilà, je suppose que vous avez certainement des questions. Merci beaucoup.
Je vais arrêter le partage, du coup, on va pouvoir prendre les questions. Hop. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je vais d'abord prendre les questions qui sont dans le question-réponse, le question-réponse, et ensuite je vais faire, du coup, je vais donner la parole aux mains levées. Euh, voilà. Donc, la première question qui a été posée, c'est comment sont établis les contrats avec les agriculteurs et comment ils vont s'engager là-dedans, en quoi ça, enfin, ça les engage à quel niveau. Voilà. Est-ce que. Alors, c'est tout le rôle de l'AMI, hein, d'essayer de penser justement un contrat qui soit adapté à nos agriculteurs. C'est bien pour ça qu'on fait un AMI avant d'avoir l'appel à candidature, pour ne pas être à côté et pour pouvoir, en définitive, répondre à des attentes réelles. Mais de toute manière, on a déjà travaillé sur un dispositif un peu moins compliqué que l'INRI, puisqu'on est sur des projets quand même qui sont souvent à disposition de l'agriculteur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du distributeur automatique réfrigéré qu'on appelle le Marcaté, où là, pour le coup, ce sera beaucoup plus compliqué, bien évidemment, sur une légumerie. C'est juste pour simplifier un petit peu la chose. Sur le Marcaté, on a à peu près 78 casiers, c'est ça? 78 casiers Ouais, en Ligue. vous pouvez le présenter un peu pour ceux qui n'auraient pas entendu parler du projet. Alors, le Marcaté, c'est un distributeur automatique réfrigéré. Donc, on va simplifier les choses. Je n'ai pas forcément de photo, je n'ai pas prévu de photo là-dessus. Ouais, non, c'est pas grave. Une grande boîte, d'accord. Une grande boîte avec trois grands frigos qui sont représentés par des cases, par des petits casiers. Du coup, ça fait 78 casiers, avec des casiers qui sont à température ambiante, des casiers qui sont à 4 degrés, des casiers qui sont à 6 degrés, à 9 degrés. Donc, en fonction, bien évidemment, les producteurs peuvent mettre les produits qui correspondent à la température indiquée. Et voilà, ça, il n'y a pas de souci. Nous, ce que nous faisons, au travers des partenaires qui travaillent avec nous, puisqu'on travaille avec 4 têtes de réseau, la Chambre d'agriculture, Eticorse, un magasin de producteurs et Interbio, on met à disposition gratuitement ces casiers pour que les producteurs puissent vendre leurs marchandises. En contrepartie, on demande le paiement des flux, c'est-à-dire l'électricité qui est consommée par la machine. Et en fin d'année, on envoie la facture en la divisant par le nombre de casiers. Donc là, ça sera peut-être un petit peu différent puisqu'il va y avoir forcément un coût de location au mètre carré qui va devoir être estimé par les services fonciers. Il y aura une répartition des flux également à avoir. Des engagements à avoir aussi sur le matériel, puisque forcément, s'il y a des détériorations, ce n'est pas le même coût que ce qui se passe dans un distributeur. Donc, il y a plein de choses à voir qu'on est en train de resserrer. On avait déjà constitué l'appel à candidature. Et en fait, le fait de faire cette AMI, ça va nous permettre de le réorienter en fonction des retours. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, on va tout faire pour s'adapter tout en restant bien évidemment dans ce qu'on peut faire au niveau de la réglementation. D'accord, merci. Oui, alors du coup, je vais prendre. Carla, tu avais levé la main, mais du coup, c'est bon? Parce que j'avais vu que la main était levée. Donc, je vais passer la main à André Roch. Il faudra juste activer le micro. C'est bon? Voilà, super. On vous entend. Oui, nous sommes en train aussi de monter une légumerie-conserverie. Et donc, j'ai plusieurs questions, remarques. La première, c'est qu'elle est incluse dans notre PAT, Plan alimentaire de territoire. La deuxième, c'est que le style de gouvernance est une SCIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, de façon à ce que les règles soient bien connues. La troisième, c'est que nous avons d'abord sécurisé l'amont, c'est-à-dire la production, en incluant les AT, puisque vous en avez une aussi dont vous avez parlé, dans la production. Donc, si vous voulez, les handicapés animent une aquaponie et une permaculture qui nous permet d'avoir un fonds de roulement de production qui est destiné à la restauration collective pour avoir une production minimale. Sur les chiffres que vous m'avez donnés, je suis un peu étonné parce que
nous n'avons pas une structure qui peut-être aussi s'adresse à autant de gens que vous, notre évaluation est quand même de 600 à 800 mètres carrés. Bon, nous avons appelé ça légumerie conserverie. Mais la conserverie, c'est que de la surgélation. Et quand je vois un peu les surfaces qui sont obligatoires par rapport à la sécurité, on n'arrive pas à descendre en dessous de 600 mètres carrés minimum. Donc, un peu, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, c'est cette inclusion dans le plan alimentaire du territoire qui est importante. Deuxièmement, on a travaillé beaucoup sur le réchauffement climatique, d'où l'aquaponie, pour utiliser que 5 mètres cubes pour des serres de 400 mètres carrés, de façon à faire face aux épisodes de canicule sans utiliser de possibles réserves d'eau à sec l'été. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que vous avez inclus votre conserverie, légumerie dans une politique globale incluant le réchauffement climatique, aquaponie, incluant le système inclusif, vous avez parlé de l'ESAT, est-ce qu'ils entrent en jeu en amont de votre légumerie, conserverie? Voilà un peu, c'est intéressant, j'aimerais bien échanger sur le terrain parce que nous, on essuie un peu les plates, mais on a décidé de faire ce travail en recherche et développement justement pour essuyer les plates. Les agriculteurs, on a aussi travaillé sur la notion d'utilisation des surplus, qui est très importante. Les surplus traités rentreront dans la restauration collective après le traitement de la légumerie-conserverie. Donc, il y a quand même une immense collégialité à avoir dans le travail avant de lancer l'opération. Collégialité qui, ici, nous travaillons dessus, mais qui m'intéresserait beaucoup de connaître quant à tous les arguments que je viens de vous citer, savoir un peu si vous avez évalué ça sur le réchauffement climatique, comment on agit, etc. Je vais un peu citer les principales pistes de travail que nous avons. C'est un travail conséquent, quotidien et qui nous prend beaucoup de temps. Voilà. Ouais, d'accord, merci. Donc c'est la question, c'est comment vous incluez du coup le changement climatique dans votre projet et comment vous insérez de manière globale, plus globale. C'est bien ça, hein, Monsieur Rocky. Déjà, je me félicite, Monsieur Rocky, pour votre implication quotidienne sur le territoire. Vous m'entendez? Je voulais vous dire, on m'a posé la question. Comment avez-vous inclus cela dans une politique globale qui concerne le réchauffement climatique, qui concerne l'inclusion, puisqu'il y a une ESAT qui est dans le coup, et qui concerne le plan alimentaire de territoire qui demande une grande collégialité avec les communes environnantes, avec la Chambre d'agriculture et l'ODARC qui sont parties prenantes et qui doivent participer aux discussions. Donc, comment est-ce que vous arrivez à gérer cette construction en toute collégialité? Voilà la question. Pas seulement le réchauffement climatique. D'accord, merci. Alors, je reprends. Je tenais à féliciter M. Rocky pour son implication sur le territoire, parce qu'il fait des choses qui sont magnifiques. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur les mêmes territoires et on n'a pas du tout les mêmes procédés de fonctionnement. C'est normal. Le territoire de la plaine orientale est quand même beaucoup plus agricole. Nous sommes obligés de nous adapter également et d'impulser certaines choses qui sont en retrait. Il faut le dire, il faut être conscient de tout ça. Au démarrage, bien évidemment, quand on a fait l'étude de faisabilité, on est parti sur une SIC. Qui pourrait penser à faire les choses autrement au départ? Bien sûr qu'on est parti sur cette étude de faisabilité. Et puis après, chemin faisant, en fonction des contraintes, il a fallu un peu se réorienter. Nous, la structure, c'est pas la CAPA en direct qui l'a construit, c'est une SPL. Vous savez que la CAPA est outillé de nombreuses SPL qui gèrent son territoire. On a des SPL au niveau économique, on a des SPL au niveau du transport, et puis on a une SPL au niveau de l'aménagement. Donc, on a missionné la SPL Amétar sur la construction de l'outil, à proprement parler, qui est à la base, comme vous l'a dit ma collègue, un pôle d'échange multimodal sur lequel il nous a été laissé des emplacements pour créer quelque chose pour nos producteurs et pour l'activité économique inter-agricole. On s'est lancé dans ce projet-là. Le projet, vous dites qu'il n'y a pas autant de mètres carrés que le vôtre. Soit, c'est vrai, il n'y a pas réellement de conserverie à proprement parler sur notre dispositif.
Pour l'instant, au vu des formations obligatoires, on n'a pas mis d'autoclave, mais on mettra par la suite si ça fonctionne. Le projet est vu de manière plus petite, soit. Comme j'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'on souhaitait avoir un outil un petit peu polyvalent, qui ne soit pas uniquement utilisé comme légumerie à proprement parler, mais qui soit aussi utilisé en termes d'outils de formation, de sensibilisation. On est sur autre chose parce qu'on n'est pas sur les mêmes territoires. Et Dieu sait que je connais votre territoire parce que je suis de la Plaine orientale et voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais on est sur autre chose. On est sur un territoire plus urbanisé et différent. Donc, on s'est adapté au concept. À la longue et en définitive, après le fonctionnement, j'espère qu'on arrivera collectivement à avoir une structure, et j'en parlais d'ailleurs dans ma présentation, qui pourrait porter collectivement les choses. On passe forcément par rapport à nos marchés publics, à des appels à manifestation d'intérêt pour pouvoir travailler avec telle et telle personne dans les règles de l'art parce qu'on n'a pas de structure porteuse à l'heure actuelle. Donc, on est sur ces démarches-là. Après, en fonction, l'objectif est de réussir à faire quelque chose. Des fois, on n'a pas forcément les mêmes méthodes, mais en tout cas, la finalité, en tout cas, dans ce qu'on a envie de faire sur nos territoires, même si ce ne sera pas forcément à la même échelle que la vôtre, elle est un peu identique. Alors, vous parlez beaucoup d'adaptation climatique. Oui, nous, on a mis du coup des unités sur gel. Je ne sais pas si, pour le coup, on n'est pas sur de l'aquaponie. En fait, vous avez une aquaponie. Nous, on a un espace test agricole depuis 2020 qui fonctionne assez bien avec un taux un espace test agricole qui est en bio, avec un taux de sortie positive à plus de 60%, donc de nouveaux agriculteurs qui s'installent. C'est une manière différente de voir les choses, mais je pense que les deux sont bonnes. Voilà, c'est pas. Voilà. Mais en tout cas, félicitations pour ce que vous faites. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, Monsieur Beau, mais en tout cas, je vous ai apporté les éléments que je pouvais vous apporter. Merci, merci Cécile. En fait, quand vous posez une question, après je désactive les micros pour que chacun puisse intervenir. Voilà, donc je vais donner maintenant la parole à Karl, mais par contre, est-ce que vous pouvez vous présenter avant de poser vos questions, qu'on sache à peu près ce que vous faites et à qui vous êtes rattaché, s'il vous plaît. Merci. Donc, Karl, je te laisse activer ton micro. Ouais. Ouais, ok. Vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Bonjour à tous. Moi, je suis Carla Souzzarine et je suis à la Chambre d'agriculture de Corse. Et je m'occupe de la coordination du pôle économie et territoire. Donc, en effet, la Chambre s'est positionnée sur l'AMI. Bon, bah, je vais passer rapidement. Moi, j'avais juste une question parce que, voilà, des privés, finalement, peuvent aussi se positionner sur l'AMI. Et j'ai eu des demandes qui m'ont été faites, et notamment sur l'AMI, où en fait vous demandez déjà à peu près de donner une visibilité sur la quantité qu'ils voudraient transformer, la quantité de leurs produits. Et souvent, ceux qui ont des vergers à titre privé, des jardins, ne pourront pas avoir ces éléments, donc finalement n'ont pas répondu à l'AMI. Donc là, je vois que vous l'avez prolongé. Est-ce que ces personnes-là peuvent répondre sans forcément donner ces indications-là? Parce que je pense que vous auriez plus de demandes, du coup, sur ce point-là, hein. Voilà. Je me félicite et je suis bien contente que vous ayez eu des privés qui soient venus taper à la porte. Et oui, c'est bien évidemment pas tous les complétables, hein, on en est conscient. Ils peuvent donner une fourchette ou dire qu'ils ont du mal à l'estimer. Sans aucun problème, vous pouvez passer le message. Merci beaucoup en tout cas. Ok, je leur dirai, merci. Merci. Donc, je vais passer maintenant la parole à Monsieur Ferrandi. Vous pouvez juste activer votre micro. Et la caméra éventuellement. Oh. Monsieur Ferrandi. Oh. Bon. Alors, attendez. Non? Oui, apparemment, il a levé la main, mais peut-être c'était une erreur, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Auquel cas, moi, j'en ai une. Est-ce que
dans vos projets, vous avez un axe sur tous les fruits et les légumes qui seraient en fait des invendus, des fruits en fait du coup qui seraient piqués, qui seraient un peu du déchet finalement. Est-ce qu'il y a une stratégie qui irait dans ce sens-là, de pouvoir faire du coup de valoriser ces produits qui seraient en fait des produits perdus? Alors, dans notre appel à manifestation d'intérêt, en tout cas, ils sont les bienvenus. Il n'y a pas écrit qu'on ne les veut pas, bien au contraire. Et dans l'objectif global, un petit peu du coup, multimodal à la base, on avait l'intention, on espérait pouvoir réaliser un restaurant anti-gaspi pour montrer un petit peu ce genre de démarche. Donc, la limite du restaurant n'est pas encore sortie, puisqu'on fait étape par étape. Mais oui, en effet, après, est-ce qu'il y a autant de gaspillage sur notre territoire que sur des zones un peu plus agricoles comme la plaine orientale? Je crois qu'on en a beaucoup moins, mais Ok, on est tous partis, évidemment. d'accord, ok, merci. Alors Sandrine. Oui, alors, moi, je voulais savoir quels étaient vos clients. Est-ce que les clients sont déjà identifiés? Est-ce que ce sont des collectivités comme des écoles, des cuisines centrales? En fait, comment ça fonctionne? Et également, euh, comment vous avez imaginé le lien entre les agriculteurs qui rentrent, la légumerie, et les clients, la logistique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Merci. Pour l'heure, on fait par étapes. On est sur une première phase où il faut absolument que la légumerie soit utilisée. Donc, on recherche les utilisateurs. D'accord? Les utilisateurs ont leur propre débouché. L'objectif étant que par la suite, on puisse mettre en lien avec comme un branchement de prises, puisque finalement, en tant qu'agent de développement, c'est ce qu'on fait quotidiennement. On branche les prises entre les uns et les autres pour pouvoir développer des projets. Pour faire en sorte que nos cantines puissent être alimentées, mais ce qui voudrait dire qu'il ne faut pas avoir de marché public ou quelque chose de collectif, d'où l'idée de la structure porteuse qui ressort chez M. Beau, qui est la SIC, qui permet un petit peu de relier les deux. Après, on a plusieurs restaurateurs qui sont venus taper à la porte. Du moment où l'outil fonctionne, forcément, il y aura des liens qui vont se faire naturellement. Il y a pas de souci par rapport à ça. On a des AT qui a postulé avec la possibilité et pas mal de choses à pouvoir utiliser, en tout cas la légumerie par rapport à ces différentes restaurations qu'ils peuvent faire, puisque finalement les AT alimentent le CIAS, alimentent certaines cantines, etc., alimentent aussi le SDIS. Donc, tout va se faire. Après, on est en train de rentrer dans un circuit économique. Bien évidemment qu'on a pensé à certaines choses, mais je crois qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il faut toujours essayer d'anticiper, mais des fois, arriver trop tôt sur certaines choses, c'est compliqué. Quand on arrive trop tôt, généralement, les choses ne se font pas. Donc moi, maintenant, pour le coup, après 20 années sur le territoire comme ça, en tant qu'agent de développement, je fais toujours attention en fonction de notre positionnement parce que des fois, le territoire n'est pas encore prêt et je préfère avancer petit à petit pour valider les choses. On n'entend plus rien, par contre, Monsieur Martin, désolé. Pardon, c'est moi qui n'ai pas activé mon micro. Je vais donner la parole à Madame Maréchal et juste il faudra activer votre micro. Ouais. Je ne sais pas si il y a eu une main levée, mais bon, apparemment, personne derrière. Les gens peuvent peut-être écrire s'ils n'arrivent pas à parler. Ouais, oui, oui, complètement. Vous pouvez aussi utiliser le question-réponse si jamais il y a un problème au niveau des micros. Euh, donc, je vous laisse utiliser le chat si jamais il y a une question. Moi, j'avais encore une autre question qui était plus par rapport au financement de tout ce projet.
en fait, est-ce que le projet est 100% subventionné ou payé par la CAPA? Et est-ce que vous avez prévu un autofinancement? Et si oui, en fait, quels sont les volumes nécessaires que, en fait, votre objectif et peut-être que vous l'avez pas chiffré, mais est-ce que vous avez chiffré un objectif idéal pour qu'il puisse y avoir un roulement et un fonctionnement qui fasse fonctionner voilà, une base au niveau à la fois des salariés et, euh, et de la gestion. Et par rapport à ça, justement, par rapport à ce dimensionnement-là, j'imagine que ça sera aussi vu avec l'AMI, mais est-ce que vous avez déjà des estimations du nombre de personnes qui seraient amenées à travailler là-dedans? Alors, bien évidemment, dans l'étude de faisabilité, on a des estimations d'entrée de matières premières, des estimations en fonction du coût du bâtiment. Alors, déjà, par rapport à l'investissement, la charge n'a pas été portée que par la CAPA. C'est la SPLA Métard qui porte le projet en ayant été chercher des financements au niveau européen, au niveau de la collectivité, pour pouvoir monter le bâtiment dans son ensemble. Nous avons été chercher des financements France Relance auprès de la DRAF pour avoir une contribution par rapport au matériel. Donc, bien évidemment, la CAPA ne paye pas tout. Ça, voilà, ça serait pas normal de monter un projet de ce type sans contreparticipation financière. Au niveau de l'équilibre du dispositif, j'ai envie de dire que si l'outil était rentable à souhait et qu'il apportait une économie, une plus-value et beaucoup de rentabilité, la CAPA n'aurait pas eu besoin de le porter. À ce moment-là, un acteur privé l'aurait fait. On n'est pas là pour se mettre pour empêcher des initiatives privées de pouvoir avoir des financements ou des chiffres d'affaires importants. La CAPA, elle est là pour impulser une activité, quelque chose qui ne peut se faire en tant que petit public. On est là pour impulser quelque chose qui ne peut se faire par du privé parce qu'il y a un manque, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le territoire. Et au travers de cet outil, on pourra, au fur et à mesure, permettre à des maraîchers de produire différemment, de ne plus produire au niveau estival, de produire en hors saison. Et les choses vont se réorienter. C'est plus facile pour une activité maraîchère de se réorienter progressivement que pour une autre activité agricole. Alors, bien évidemment, on n'est pas en train de décider de créer un outil qui va nous apporter des pertes financières, notamment à l'heure actuelle, dans la période où on est, c'est bien hors de question. L'équilibre de cet outil peut être amené grâce au fait de mobiliser des structures insertionnelles. Monsieur Roux a très certainement pensé, parce que quand il parle de la SIC et de l'ESAT, bien évidemment, derrière ça, il y a des outils insertionnels qui ont des financements d'État, qui permettent un certain équilibre et qui permettent du coup l'équilibre du projet. C'est bien évidemment là-dessus qu'on est parti. Il y a un chantier d'insertion et des aides qui sont à nos côtés, à voir après, en fonction des réponses de l'appel à candidature et d'autres choses, si ça va au bout et s'ils sont véritablement intéressés pour aller jusqu'au bout, parce que dans la vie, on n'impose rien à personne. Mais l'étude de faisabilité a montré que si on voulait un outil qui soit à peu près stable financièrement, il fallait aller dans ce sens. Merci. Alors, je voudrais pas juste monopoliser, mais c'est vrai que j'ai encore une question. C'est par rapport à la loi Egalim. Donc vous l'avez mentionné. Alors je sais elle est plus, enfin voilà, elle a du mal à se mettre en route cette loi. Mais en fait, quels ont été vos arguments pour du coup vis-à-vis de cette loi? Comment vous placez par rapport à la loi Egalim? Et est-ce que du coup, du fait que ça soit une structure publique qui gère ça, qui gère ce projet, est-ce que en fait ça permet de garantir un prix aux producteurs et donc du coup de s'inscrire dans le cadre de cette loi. Voilà.
Alors, bien évidemment qu'on veut respecter la loi Egalim, même si c'est difficile. Je ne pense pas que tous les territoires autour de, je vais pas dire autour de la table, parce que maintenant c'est fini les réunions autour d'une table, mais c'est difficile d'atteindre ces 20%. C'est compliqué pour tout le monde, en définitive. Alors, depuis 2016, on s'inscrit au niveau de l'agglomération sur un développement du bio. Alors là, au niveau des productions, c'est encore plus restreint pour pouvoir compléter la légumerie. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'emploie en tout cas à une stratégie de bien vivre, bien manger. À l'heure actuelle et jusqu'en 2030, ce qu'on souhaite, c'est vraiment développer l'activité agricole en continuité, en référence avec le CLS pour la santé de nos habitants. Donc, et bien évidemment, quand vous dites que pour un agriculteur, le fait que ce soit une structure publique qui porte, ça peut lui permettre de maintenir un certain salaire, un certain rendement, c'est en tout cas ce qu'on souhaite faire. Dans le cadre de l'étude de faisabilité qu'on a pu mettre en place, c'était bien ce qui était ressorti. Les agriculteurs ne peuvent pas s'investir à perte à nos côtés. C'est pas possible. Il faut que pour eux, ils puissent avoir une juste rémunération. Ce qui veut dire aussi que de l'autre côté, si la production qui sort de la légumerie doit pouvoir être achetée par une école via un marché public, vous voyez ce que je veux dire? On est finalement sur des marchés publics qui vont rechercher non pas que la qualité, mais aussi un minimum à des productions à un coût très très réduit. Donc, d'où la difficulté de passer par ces articulations-là et la volonté d'avoir une structure un peu plus collective par la suite. Mais il y a une volonté de départ, un souhait, et il faudra qu'on maintienne le cap, en tout cas, pour arriver à cet équilibre. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas, je partage totalement ce que vous avez dit. On va s'y atteler, en tout cas, avec Angélique, pour faire en sorte que les choses soient faites dans ce sens-là. À l'heure actuelle, en parallèle de tout ça, puisqu'on mène quand même plusieurs projets, on se retrouve à l'heure actuelle à travailler avec la Libération sur des investissements un peu plus réduits, pour qu'ils puissent permettre à des producteurs de répondre à des marchés publics sur certaines séquences. C'est très compliqué. Et on est en train également de travailler sur un plus grand commande collectif avec des structures comme l'Office intercommunal du tourisme, le CIAS, le CFJC, la CCI pour les hôtelières, parce qu'on se rend compte que finalement, on est tous en train de parler de produits locaux. On se gargarise tous de vouloir présenter avoir des séminaires en présentant des produits régionaux, des produits locaux. En définitive, on se retrouve des fois à appeler des traders qui nous présentent des produits qui ne sont pas du tout faits en local. Donc, on est en train d'essayer de penser un groupement de commandes un petit peu événementiel qui nous permettrait d'appeler nos producteurs tout en respectant les marchés publics. C'est compliqué, cette loi Egalim. Cette loi Egalim, elle est compliquée parce qu'elle descend du national sur le territoire en nous disant qu'il faut acheter 20% de bio. Et puis, à côté de ça, on a les marchés publics qui nous disent « Ouais, mais là, la contrainte, tu es au-dessus de 40 000, tu ne fais pas comme ça. » Donc, c'est assez compliqué, nous, en termes d'argent, de pouvoir articuler les deux. Donc, du coup, comme on est sur un gros territoire où les seuils sont d'office au-delà de 40 000 €, on est obligé de faire des efforts encore plus importants pour pouvoir s'adapter et répondre à toutes ces demandes. Souvent, on cite dans tous les exemples de développement la ville de Montsartou. C'est génial ce qu'ils ont fait. Ils ont une régie agricole, ils alimentent leur cantine 100% bio. C'est superbe, mais c'est une toute petite commune. Ouais. Comment est-ce qu'on peut comparer ce modèle-là avec ce qu'on fait nous au niveau de l'agglomération? C'est impossible. Il faut rester avec ce que nous, on peut faire. Voilà. S'il y avait des Montsartou partout, ce serait super. Mais en tout cas, nous, agglomération, on travaille pour la CAPA, on est obligé d'articuler les choses autrement. Voilà. Vous pouvez juste rappeler ce que c'est que ce projet Montsartou pour que les gens puissent se renseigner dessus? Montsartou, c'est une commune qui est en 100% bio. Donc, dans les cantines, donc, ils ont leur cuisine, ils ont une régie maraîchère dans laquelle ils produisent non pas la qualité de la production, mais voilà. Donc, c'est un peu l'exemple à suivre, mais comme disait Cécile, qui n'est pas forcément adaptable à tous les territoires. Ok, ça marche.
C'est en Alors, région PACA. après, c'est un point de vue, Montsartou, ça reste un point de vue. Pour moi, c'est fonctionnaliser le secteur agricole. C'est fort comme propos, ce que je peux tenir. C'est peut-être même dur par rapport à l'exemplarité du projet de Montsartou. Mais en définitive, qui produit de l'alimentation à Montsartou? Ce sont des agents communaux qui produisent pour alimenter les cantines. Alors, c'est peut-être très dur parce qu'en définitive, au moins, les enfants de l'école de Montsartou, ils mangent du bio, ils mangent de la qualité, etc. Mais il faut savoir où est-ce on veut mettre le curseur. Après, on peut faire les deux, il n'y a pas de souci. Mais alors, nous, on essaye, on tente. Ouais, ok. On n'est pas parfait, loin de là. On fait avec ce qu'on a sur notre territoire. Mais voilà. Ça marche. Alors, je vais prendre une dernière question, la question de André Roch, et après, on va devoir conclure parce qu'il est -10, et ça serait bien qu'on termine à midi. Voilà, donc, Monsieur Roch, je vous laisse activer votre micro encore une fois. Je vous fais déplacer encore. Oui, d'abord une petite remarque. Montsartou, vu les difficultés de nos agriculteurs, il y a quand même une concurrence déloyale à Montsartou avec ce travail qui est uniquement fait en régie. Et puis d'abord, c'est une commune qui est très riche par rapport aux nôtres, qui peut le faire. Donc, moi, ce que je voulais revenir, c'est est-ce que la CAPA a un plan alimentaire de territoire et est-ce qu'ils vous ont pris en compte de son plan alimentaire de territoire? C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc, comment fonctionne le plan alimentaire de territoire sur la CAPA et comment se développe-t-il sur le terrain pour pouvoir vous inclure? Parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être prévu, qui est extrêmement important. Pardon, Monsieur Roch, je pensais l'avoir bien expliqué, mais si vous reposez la question, c'est que je n'ai pas été claire. Des fois, quand on fait les choses et à force de les faire, on se rend compte qu'on oublie les descriptions. On a au cœur de notre direction un schéma directeur qui s'appelle le schéma de développement agricole et rural. Bien évidemment qu'on est PAT. On est PAT de niveau 1 depuis 2020. Mais ce PAT, c'est un outil qu'on fait vivre au travers du schéma de développement agricole et rural. En 2022, l'année dernière, il y a 1 an et demi, on est passé PAT de niveau 2. D'accord? Donc, toutes nos actions qui traitent du volet agricole, des volets de la biodiversité, de l'adaptation climatique, même si on est loin d'être à votre niveau, ils sont inscrits dans notre schéma de développement agricole, avec un portage par le PAT que nous considérons comme un outil financier et partenarial, mais inclus dans notre schéma, tout simplement. Comme vous pouvez avoir sur vos territoires votre schéma de territoire et vous mobilisez le PAT pour pouvoir valider et pouvoir avoir quelques financements de la DRAF dans ce sens. Voilà, donc oui, bien évidemment que nous sommes PAT. On a été le 2e PAT de Corse à ce titre-là, et on aurait pu passer d'office PAT de niveau 2 puisqu'on a ouvert notre espace agricole au moment où on a été labellisé PAT de niveau 1. Mais dans la stratégie globale de la DRAF, il fallait d'abord tous passer par le niveau 1, donc on est passé par le niveau 1. Mais ça reste que des outils qui nous permettent de mobiliser des financements. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Peut-être par la suite, il y aura un autre outil qui s'appellera autrement. Merci. Juste, en fait, je vais en prendre une dernière parce que je l'avais pas vue. Elle était dans la question-réponse. En fait, c'est donc Justine Maréchal et Marie-France Dugal qui sont de la mairie de Ourtaka et qui demandent donc quels sont les emplois créés. Voilà, quels sont les emplois créés dans ce projet-là? Quel type de poste d'emploi je crois que c'est ça. Quels sont les types d'emplois qui seront créés? Alors, il n'y a pas un portage direct d'emplois créé par l'agglomération dans le cadre de la légumerie. On renforce l'activité de nos producteurs. On leur permet d'accroître leur chiffre d'affaires en utilisant un outil qui peut permettre un certain développement. Bien évidemment qu'il va falloir, à un moment donné, au niveau technique, nous, avoir peut-être un référent ou faire en sorte qu'un de nos agents pilote l'outil partenarial.
Mais l'objectif n'est pas d'embaucher des agents CAPA pour faire fonctionner la légumerie. L'objectif est de renforcer notre partenaire. L'objectif est de faire en sorte que les AT puissent placer les agents, les salariés qui l'accompagnent, si je puis dire, c'est ça, dans des démarches de projet et d'insertion et d'inclusion. Donc, peut-être qu'il y aura un impact de développement, c'est très certainement, de quelques emplois en plus, mais au vu de la période actuelle, je pense qu'on est plus sur quelque chose sur une pérennisation de l'existant et un confortement, en tout cas, de l'existant. Parce que vous savez très bien que les structures d'insertion, à l'heure actuelle, sont en grande difficulté. Hein, le budget national étant ce qu'il est, elles vont se retrouver dans un avenir très proche encore plus en difficulté. D'accord. Merci beaucoup, Cécile et Angélique, pour votre intervention. Merci pour toutes les questions et les échanges qui ont été riches. Donc, juste pour vous dire, donc il y aura une retranscription qui va vous être envoyée par mail. On va vous envoyer par mail le lien pour la retranscription avec un compte-rendu de ce premier webinaire. Et vous pouvez vous retrouverez aussi les différents contacts si vous avez besoin d'échanger suite à tout ça, les différents contacts, que ce soit nous, que ce soit Cécile et Angélique. Et voilà. Et Moi, je voulais juste rajouter, si c'est possible, oui. si vous pouvez diffuser, puisqu'on a décidé de prolonger l'AMI, à nouveau l'AMI à l'ensemble des partenaires, tant qu'à faire. Oui. Parce que je sais que c'est difficile de le trouver sur notre site internet, donc je pense que si vous l'envoyez, c'est plus simple. Quelquefois, il y a des erreurs. Et je voulais juste dire un petit mot à la mairie de Dourtes, s'ils peuvent en passer le bonjour à Monsieur Paul Vincent Ferrand, puisque je vois qu'il n'a pas pu parler. Donc, voilà, tant qu'à faire, je me permets de lui passer mes amitiés. Ça marche. Et du coup, oui, évidemment, on va faire le relais sur le site. C'est aussi l'objectif des webinaires, c'est de pouvoir aussi relayer toutes ces initiatives-là. Donc, bien évidemment, on va relayer le projet d'AMI aussi sur le webinaire. Et puis, du coup, pour le prochain webinaire, ça sera le 2 décembre. Et il s'agira de traiter du captage d'eau par un générateur d'eau atmosphérique et son utilisation dans le milieu agricole. Donc, on sera ravis de vous revoir pour le prochain webinaire et on vous remercie tous. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à la Chambre pour ce que vous faites. C'était super, c'était très intéressant. Puis on a très hâte de venir en tant que participant au prochain. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Au revoir.